Donc, sur un site pas optimisé en termes de conversion, avec 1 500-2 000 visiteurs, j'ai gagné 1 000 € par mois. Ouais. Et toi, Stan? Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ce qu'on appelle la communauté de la séduction. La communauté de la séduction, c'est un ensemble de mecs qui sont assis autour d'une table et qui essayent de réfléchir à comment devenir meilleur avec les filles. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des mecs qui parlent français 2 fois dans l'année. Donc voilà, si on fait des fautes de français, pardonnez-nous, on habite à l'étranger. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Paul, est-ce que tu as un élément de contextuel pour moi? D'accord, donc le truc contextuel, c'est qu'il fait très très froid ici. Je suis à Chiang Mai, au Thaïlande. Hier, il faisait 10 degrés le matin. Et aujourd'hui, il fait un peu plus chaud, mais il fait toujours très froid. Et c'est impressionnant parce que les gens ne pas ce genre de température, quoi. C'est vraiment, quand il fait moins de 20 degrés, c'est un événement, quoi. Et donc, ils ne sont pas habitués à devoir mettre des manteaux ou autre. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Du coup, tu as fait quoi? Tu as sorti les doudounes, les mood boots, le bonnet, etc. Non, parce que comme on l'a précisé, je voyage avec un seul sac. Et le manteau, c'est le tueur d'un seul sac. Ça marche plus. S'il y a un manteau, tu massacres tout. Donc, j'ai une sorte. C'est le manteau et les chaussures, je sais pas si tu as remarqué, qui prennent une place impressionnellement absurde. La chaussure, ça prend pas, c'est pas malléable, quoi. Ça, c'est un gros problème. C'est vrai. Ça, on n'en parle pas assez souvent du problème des chaussures dans les sacs. Bah, je pense que ça fait le deuxième podcast d'affilée qu'on commence avec. Enfin, pas d'affilée, mais ça fait le deuxième podcast qu'on commence avec une référence aux chaussures. Donc, je pense qu'on est assez solidement placé maintenant sur le marché de la chaussure sur iTunes. On ouvre la discussion. Ouais, on ouvre le débat. Des questions sérieuses. Le podcast Nomade Digital, le podcast qui n'hésite pas à attaquer des sujets qui fâchent. Il n'y a pas de tabou chez nous. Voilà, c'est tout. Voilà, sans tabou. Voilà, le podcast sans tabou. La vache, on va être qualifié dans la section XXX d'iTunes avec ce slogan. Aujourd'hui, on parle de comment vous lancer en tant que nomade digital. Si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui nous écoutez, qui n'êtes pas encore dans la situation où vous pouvez partir, aller vivre ces aventures par vous-même, on va essayer dans cet épisode de vous donner un plan d'action. Voilà, on n'aura pas la formule magique, mais on essaiera de vous donner un plan d'action qui peut vous dire où commencer, où aller, que faire. Paul, est-ce que tu peux me dire comment tu as commencé en étant nomade digital? Alors moi, j'avais déjà eu des histoires de vente sur eBay avant et aussi un peu de freelance, mais c'était plus pour me faire de l'argent pour mes études que vraiment avec la perspective de devenir nomade digital, notamment parce que ce que je faisais sur eBay, c'était totalement illégal, donc ça pouvait pas durer. Tu faisais quoi? Je vendais des faux maillots de foot, en fait. Donc c'est simplement totalement illégal, hein, donc ça pouvait pas durer, c'était juste vraiment pour en profiter. La freelance, je m'en sortais pas honnêtement. Je me faisais payer vraiment, enfin c'était tarif, je me faisais payer 1 ou 2 € de l'heure, quoi. C'était vraiment, pareil, c'était pas tenable. Et donc du coup, il me semble que c'était peut-être en décembre 2013, ouais, ça doit être ça, que je suis tombé sur le site de Patfin, justement en recherchant comment gagner de l'argent en ligne, tout simplement. Parce que je pense que c'est la démarche que beaucoup de gens font, hein, c'est taper sur Google, comment je peux gagner de l'argent sur Internet. Et donc, je me suis un peu intéressé. À ce moment-là, il parlait de son duel de sites de niche. Justement, ça avait un aspect très sympa parce que c'était un narratif de comment il avait lancé son site de niche. Donc, c'était assez intéressant. Et je me suis lancé moi-même sur mon propre site de niche qui est devenu assez rapidement un site d'autorité. Tout simplement parce que je postais beaucoup de contenu qui avait une bonne demande à ce sujet-là. Et donc, je suis parti de base. Mes premiers revenus de digital nomade ont été générés grâce à un site d'autorité. Dis-moi, juste avant qu'on passe là-dessus, est-ce que c'était une stratégie délibérée de ta part de faire ce site, d'avoir cette trajectoire que tu as eue en termes de passer du site de niche au site d'autorité, d'écrire tout ce contenu, etc. Ou est-ce que c'est arrivé un peu par hasard? Est-ce que c'est un truc qui a décollé, tu n'étais pas sûr au départ? Dis-moi comment tu le conceptualisais dans ta tête. Est-ce que tu savais que ça allait être un gros truc? Ah non, après, comme tout le monde, j'ai toujours des espoirs. T'as toujours des... Mais j'en attendais rien. Et à vrai dire, en fait, j'ai lancé en janvier le site. J'ai fait 3 articles et comme beaucoup de gens, j'étais totalement démotivé. Enfin, je m'en suis détourné, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que je suis revenu après mars, donc pendant 2 mois, j'ai vraiment rien fait. Il y a peut-être 3-4 articles. Et j'avais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de visites, mais il y a eu peut-être quand même 2-3 visites par jour. Ce qui est rien du tout, mais c'était des vrais gens qui lisaient vraiment les articles, quoi. Et j'avais aussi une personne qui avait laissé un commentaire. Et je me suis dit, si j'ai mis aussi peu d'efforts et que j'ai déjà ces petits résultats-là, c'est-à-dire que si je mets plus d'efforts, je devrais avoir des résultats intéressants. Mais
Mais en fait, d'abord, j'espérais rien, puis après, je me suis espéré trop. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais qu'avec AdSense, je pourrais en vivre de ce site, que je gagnerais peut-être 1 000 € par mois, parce que le trafic était important. Mais en fait, AdSense a été très décevant et rapportait vraiment très peu. Donc après, je me suis dit, putain, merde, en fait, ça suffira pas ce site. Et finalement, ensuite, grâce à l'affiliation Amazon, c'est repassé du bon côté et ça me suffisait pour avoir des petits revenus de quoi vivre, quoi. Donc, pour nous donner une idée, quand tu fais ce site-là de niche, à partir de quel trafic mensuel il te faut pour pouvoir en vivre, disons, et faire 1 000 € par mois? Pour 1 000 € par mois, justement, en affiliation Amazon, c'était quand je tournais à 1 500, 2 000 visiteurs uniques. Donc, ça, c'est jour? Par jour, ouais. Et j'étais pas très doué pour convertir, pour monétiser mon audience. Je pense que, et de manière générale, ce site, j'ai jamais fait vraiment attention à ça. Je pense que si j'avais un vrai process, si je vendais par exemple du contenu, je pense que je pourrais gagner plus de ce site. Mais à ce moment-là, je savais pas trop comment faire. Et donc, sur un site pas optimisé en termes de conversion, avec 1 500, 2 000 visiteurs, j'ai gagné 1 000 € par mois. Ouais. Et toi, Stan? Moi, j'ai une histoire qui est un petit peu similaire à la tienne, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un site qui s'appelait séductionacademy.fr. Et à l'époque, je peux te raconter l'histoire, en grosso modo, c'est qu'il y avait un blogueur américain que je suivais et que j'adorais absolument, qui s'appelle Mark Manson, et qui avait écrit un excellent livre sur les relations amoureuses, qui s'appelle Models. Voilà. Et je trouvais que c'était absolument génial, ça avait vraiment beaucoup fait avancer ma vie, j'avais vachement appris avec. Mais je regardais ce qui se faisait en France. Est-ce qu'on peut parler un peu rapidement du principe de modèle, parce que ça peut aussi intéresser très vite fait. On peut en parler. Puis, peut-être qu'on n'a pas d'ailleurs récupéré la même chose du bouquin, mais... Alors moi, je vais t'expliquer ce que j'en ai récupéré. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ce qu'on appelle la communauté de la séduction. La communauté de la séduction, c'est un ensemble de mecs qui sont assis autour d'une table et qui essayent de réfléchir à comment devenir meilleur avec les filles. Ce qui jusqu'ici, voilà, c'est absolument respectable. Le problème, c'est que ces mecs-là ont tendance à être extrêmement mal dans leur peau. Et donc, du coup, la plupart des techniques qu'ils inventent pour devenir meilleurs avec les filles vont être de faire semblant de ne pas être intéressés, de rabaisser la fille pour eux se faire remonter. Il y a beaucoup de jeux sur l'ego, sur la valeur, sur se mettre en valeur, comment manipuler les gens, etc., etc. Et donc, pour moi, Models, c'était le bouquin qui, pour la première fois, avait fait une vraie rupture avec cette stratégie et qui te disait, non, si tu veux devenir meilleur avec les filles, c'est une affaire de développement personnel. Il faut devenir meilleur, toi, en tant que personne. Et voilà quels éléments tu peux améliorer dans ta communication pour, au lieu d'essayer de manipuler tout le monde, être un peu plus honnête, un peu plus direct et avoir des meilleurs résultats. Ouais, c'est effectivement ce que j'ai retiré, c'était l'aspect, effectivement, juste être honnête. Et mine de rien, être honnête, même quand on a des opinions un peu différentes, c'est une preuve de confiance, en fait, tout simplement. Ouais, bah ma personnalité, honnêtement, aujourd'hui, la personnalité que j'ai quand tu me rencontres, où je vais être vachement direct, je vais avoir vachement, tu vois, j'ai pas peur de dire aux gens ce que je pense, etc. C'était pas le cas de ma personnalité avant que je lise ce bouquin, tu vois. Donc, il y a vraiment un impact. Encore aujourd'hui, voilà, des années après l'avoir lu, il y a un impact assez important dans la façon dont je conceptualise mes relations avec les gens, etc. Et pour revenir à mon site, et ce qui se faisait en France à l'époque, c'était encore très manipulation, routine. Donc, une routine, c'est des phrases que tu apprends par cœur et que tu ressors en permanence. Moi, ce qui me fascinait, c'était l'aspect approcher les filles dans la rue comme ça. Ça, c'était un truc. Et ce qui me trouvait dingue, c'est qu'on recommandait ça souvent aux débutants. En fait, tu voyais à la télé des mecs qui à 26 ans, ils étaient puceaux, et on leur demandait d'aller voir des filles dans la rue comme ça. Le truc, c'est la recette du désastre, quoi. Ouais, donc en gros voilà, l'approche dans la rue pour les débutants, c'est aller voir un mec et qui n'a jamais fait de sport de sa vie et lui dire tu vas aller aux Jeux Olympiques en levée de poids, quoi. Tu vas faire un truc, quelque chose que presque personne ne peut faire, qui est très difficile, qui va t'exposer à une grande probabilité de rejet, etc., qui va pas forcément être bien reçu. Voilà, donc mais c'est bon. À l'époque, c'était comme ça que les gens faisaient, les gens apprenaient, tu vois. Donc dans le milieu français, je voyais ça. Il y avait ce mec aux États-Unis qui faisait un truc différent. Je me dis, bah tiens, je vais contacter ce mec et je vais traduire son livre et je vais le publier en France pour pouvoir transmettre la bonne parole aux gens qui parlent pas anglais, connaissent pas le bouquin, etc. Donc je vais être l'ambassadeur en France de ce bouquin-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ouais, c'était assez modeste. C'était vraiment l'idée j'avais vu un truc qui était bien, j'avais vu quelque chose qui manquait en France. Je me suis dit, bah je vais l'apporter ici. C'est ce que je voulais faire comme ça. D'accord, mais tu l'as pas littéralement traduit, le livre? Non, je voulais le traduire et le publier, etc. Le bouquin de Mark Manson, c'est qui m'a dit non. Donc, il m'a pas laissé le traduire. Donc, j'ai fini par prendre le site dans une direction différente. Du coup, récupérant beaucoup de ses principes, et j'en ai fait une formation, etc. Mais en fait, pour la petite histoire, parce que je l'ai rencontré plus tard en personne, etc. J'avais beaucoup eu contact avec lui à cette époque-là. Et en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que
à l'époque, j'étais un mec que personne ne connaissait. J'avais pas de liste. Personne ne me connaissait ni en France ni aux États-Unis. Et je lui envoie un email random comme ça, venant de nulle part, en disant je veux traduire ton bouquin. Et ça, on va en parler, je pense, beaucoup, mais c'est souvent ce qui est très frustrant en tant que débutant. Et en même temps, ce qui est compréhensible, c'est que tu as l'impression pourquoi est-ce qu'il me laisse pas ma chance, quoi. Mais en même temps, il faut se dire que des personnes comme toi, il en avait des dizaines et des dizaines. C'est un peu ce problème, c'est que c'est assez désagréable. Et c'est souvent, quand tu commences, tu as quand même beaucoup de portes qui se sont fermées naturellement rien qu'à cause de ça, quoi, parce que tu n'existes pas encore, en fait. Et à l'époque, je ne le comprenais pas, tu vois, donc j'avais été un peu naïf en me disant, parce qu'à l'époque, si tu veux, qu'est-ce qui se serait passé? Et j'aurais traduit le bouquin, j'aurais publié sur mon site, et quoi? Et j'espérais que le truc explose juste parce que c'était super bien, quoi. J'avais aucune stratégie, je comprenais pas encore le marketing, je comprenais pas encore la promotion, je comprenais pas encore mon marché, etc. Tu vois, donc même s'il m'avait laissé le faire, de toute façon, je me serais planté. Donc il a eu raison. Lui, il a été voir. Si aujourd'hui quelqu'un m'envoie un email et me dit, je veux traduire ta formation dans une langue, je lui dis, ok, why not? On peut en parler. Comment tu vas faire la promotion? T'as quoi comme liste? T'as quoi comme contact, etc. T'es quelqu'un qui ne connaît rien à rien, qui a jamais rien fait, qui a même pas de site, etc. Voilà, il a rien à apporter là-dessus. Donc c'est quelque chose que je comprenais pas. Moi, c'est que je reçois beaucoup d'emails aussi par rapport à mon site ou des gens qui me contactent anonymement. Et des fois, il y a certains qui vont dire carrément, je te contacte par nous. Enfin, il faut que je reste anonyme parce que pour des raisons de sécurité. Si t'as honte de toi, je vais même pas m'embêter à. Déjà que les gens à qui je vais vraiment communiquer, il faut au moins avoir le. Encore que ce soit un alias d'accord, mais que t'ailles pas. Le mec, il a carrément, par exemple, il y en a un qui a carrément créé un nouveau Skype pour me parler, quoi. Non, là, c'est un peu trop, c'est quand même un peu trop loin, quoi. Je pense que t'as une réputation de killer, quoi. Les gens ont peur de toi, ils se disent, putain, si je dis le mauvais truc à Paul, il va me stalker. Très souvent, c'est beaucoup de gens qui me contactent en disant, je dois rester anonyme. T'inquiète pas, faut pas être paranoïaque. Je sais pas pourquoi je sais pas. Mais en tout cas, si vous contactez quelqu'un, même si vous n'avez pas beaucoup de contacts, au moins essayez, au moins parler directement de votre expérience, qui vous êtes, c'est assez important. Ouais, on en a parlé un petit peu dans un épisode précédent, c'est-à-dire nous, en tant que personnes qui commencent un peu à tourner sur le web, comment est-ce qu'on voit les débutants? Effectivement, tu nous estimes, on est comme des superstars du web, quoi. On est quand même des superstars du web qui avons un podcast internationalement connu avec 112 000 évaluations iTunes. D'ailleurs, laissez-nous des évaluations iTunes si vous pouvez. Donc voilà, comment est-ce que nous, on voit les débutants, tu vois, quand un débutant vient nous voir, etc. Et il y a vraiment pour moi deux types de débutants. Il y a le débutant qui va te demander des conseils et qui va les mettre en pratique. Et le débutant qui va te demander des conseils et qui va demander plus de conseils et qui va demander des conseils à d'autres gens et qui va chercher plus d'informations et qui va comparer, etc., etc. Et comme on l'a vu, je pense, dans ton cas comme dans mon cas, au final, tu peux passer beaucoup de temps à faire des recherches, mais quand tu commences, la seule chose vraiment à faire, c'est de te lancer, de commencer à mettre un site en ligne, de tester un peu les choses. C'est là d'abord que les gens vont commencer à te respecter et de voir que tu sors du lot de tous les autres débutants. Donc, vont commencer à te donner peut-être des conseils ou à te tendre la perche. Et c'est aussi là que tu vas peut-être t'apercevoir de choses que tu n'aurais jamais pu réaliser si tu étais resté de côté, quoi. Moi, comme je te le dis, j'ai commencé avec cette idée qui n'a pas fonctionné, mais du coup, j'étais un peu dans le marché, j'avais commencé à parler à des gens ont commencé à me proposer d'écrire des articles invités, j'ai commencé à avoir un peu de trafic, un peu de liste, tu vois, les gens ont commencé à entendre parler de moi. Et au moins avoir des questions spécifiques, quoi. Le problème, c'est que je reçois des fois des emails. Est-ce que tu peux me dire comment gagner de l'argent sur Internet? Et, on va en parler un peu dans ce podcast, mais on ne va pas vous donner... Enfin, par exemple, on a tous les deux des chemins totalement différents. Ça n'a rien à voir ce qu'on a fait. Donc, lui, il a fait l'argent avec la formation, moi, l'affiliation. Nos sites n'avaient pas le même contenu. Lui, c'était principalement le podcast. Moi, c'était sur des articles. Donc, vraiment, c'est pas... Au moins, si vous avez des questions, essayez d'être spécifique pour qu'il y ait des vraies réponses qui puissent être données. Si on me demande comment je fais pour gagner de l'argent sur Internet, je ne saurais pas répondre, quoi. Il n'y a pas de vraie réponse. Effectivement. Donc, Paul, comment je fais pour gagner de l'argent sur Internet? Quel type d'activité, quel type de profil, etc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes visions? Je pense que le mieux, pour moi, c'est d'écrire du contenu sur quelque chose qui vous intéresse, tout simplement. Le but, c'est que si ça vous intéresse, vous allez avoir une expertise dedans, vous allez bien savoir en parler. Et tout simplement, vous aurez aussi une motivation. Parce que, personnellement, si j'écris sur quelque chose qui m'intéresse, c'est pas vraiment du travail, quoi. Je suis content de partager ça. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut s'axer. Et après, en fait, faire ce que j'ai pas fait. C'est-à-dire aussi se renseigner sur tout ce qui est marketing assez rapidement pour pouvoir justement acquérir une... Parce que du bon contenu, ça ne suffit pas. Il faut aussi acquérir une audience via des procédés marketing et ensuite aussi monétiser cette audience, quoi. Mais je pense que de base, ça va partir pour moi, le mieux, c'est de partir de la création de contenu sur quelque chose qui vous intéresse.
Bon, du coup, tu préconiserais une stratégie qui, en général, est appelée la stratégie du site d'autorité. Je pense que c'est le mieux, oui. Ouais, parce que le problème, c'est que je pense qu'il y a un plus gros taux d'abandon sur les sites de niche que les sites d'autorité. Même si les sites de niche sont moins ambitieux, souvent, c'est pas intéressant, quoi. Tu fais ça parce que veut le faire, donc tu te forces. Et si tu n'as pas des résultats immédiats, tu abandonnes. Alors que l'avantage, c'est que si tu écris sur quelque chose qui t'intéresse et que tu considères que c'est pas du travail, c'est pas grave si les résultats n'arrivent pas ou tu n'auras pas perdu ton temps, quoi. Tu seras quand même, tu seras amusé, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on peut préciser un petit peu pour les auditeurs quelle est la différence entre ce qu'on appelle un site de niche et un site d'autorité? Bah, c'est tout simplement une différence de taille et aussi site de niche, en fait, c'est vraiment le but, c'est de viser quelques mots-clés. Site d'autorité, c'est viser tous les mots-clés du domaine, enfin du thème, quoi, tout simplement. Et le site d'autorité vise aussi à devenir une marque, à avoir des visiteurs qui reviennent, qui te lisent, qui s'abonnent, etc. Effectivement, Ouais. l'idée, c'est d'avoir des gens qui reviennent de. Par exemple, les sites de niche, il y a pas vraiment. Maintenant, ça se fait, mais de base, les mailing lists sur les sites de niche, c'était pas le but, quoi. Le but, c'était foutre de l'AdSense au maximum. Ouais, c'est de générer du trafic qui tourne, tu as du trafic qui vient, du trafic qui sort, etc. Le site d'autorité cherche à fidéliser, cherche à monter une vraie audience, à avoir des fans, etc. Donc, ce que toi as fait ou ce que moi j'ai fait sur Séduction Academy, c'était la même chose. Sur Séduction Academy, j'avais pas tant de trafic d'ailleurs de référencement que ça, mais j'avais un podcast qui fonctionnait bien. Avec combien de visiteurs par jour? Moi, du coup, je le calculais pas comme ça. Je le calculais en mailing list. Et ma mailing list avait atteint 360 visiteurs, 360 abonnés sur ma liste, ce qui est minuscule, hein, ce qui est absolument minuscule. Donc voilà, c'est le moment où j'ai atteint les 1 000 euros en faisant ma première formation, etc. Ça a pris assez longtemps de lancer cette formation parce que je m'y suis pris très mal. Enfin, je me suis pris comme tous les gens qui lancent une formation, c'est-à-dire que ça m'a pris 6 mois de la lancer alors que ça aurait dû me prendre 3 semaines parce que je connaissais pas les bonnes méthodes et puis j'avais pas encore assez confiance en moi pour vraiment faire un process de validation, tu vois. Donc j'essayais de tout faire à l'avance, tout écrire, tout préparer, ce qui n'était pas forcément la meilleure approche, mais à l'époque c'est la seule que je trouvais. Et par la suite j'ai lancé différentes formations dans ce domaine-là et je pouvais les répliquer, je pouvais mettre en place un site de formation en 2 heures top chrono. Encore aujourd'hui j'ai sur mon ordinateur des fichiers WordPress avec tous les plugins qui sont déjà préinstallés. Et tu me donnes un domaine, un truc, j'upload tout par FTP et d'un coup, j'ai un site qui est déjà préconstruit. Il ne reste plus qu'à rentrer le contenu de la formation. Avec tous les plugins, tu as toutes les installations, etc. La landing page et tout? La landing page, je la duplique et je la refais sur Leadpage. Ok. Ouais, mais avec le plugin Leadpage, tu vois, qui est intégré. Donc, tu as ton WordPress, tu as ton plugin. Moi, j'utilise Wishlist Member pour gérer la liste de membres qui est déjà configurée. Leadpage, le thème installé, tout. Tu as la connexion avec la mailing list, les intégrations. Tu peux tout uploader direct et je l'ai. Mais ce système-là, ça m'a pris 2-3 formations avant de pouvoir le gérer, quoi. Mais la raison pour laquelle je dis création de contenu, c'est vraiment le mieux parce que pour moi, à partir du moment où il y a une audience, elle est toujours monétisable. Il y a toujours un moyen de monétiser une audience parce qu'ils ont un intérêt commun, parce qu'ils font un minimum confiance au site. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se soucier au tout début de comment monétiser. Ça doit, en premier, créer du bon contenu. Deuxième, utiliser tout ce qu'il faut pour attirer un maximum de trafic. Et en troisième, considérer la monétisation. Et ce n'est pas grave. Il ne faut pas, dès le premier jour, mettre en place ces bannières AdSense. Ça ne sert à rien. Vous allez gagner 3 centimes, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut faire progressivement et c'est la monétisation, c'est la dernière étape. Et en fait, c'est la récompense de vos efforts, en gros. Mais c'est là, du coup, qui est mon questionnement à propos de cette méthode. Parce que bon, moi, j'ai clairement commencé par la création de contenu et ça a fonctionné, donc c'est pas une mauvaise méthode. Mais il faut dire que ça peut prendre quand même assez longtemps d'avoir des résultats, de commencer à générer du chiffre d'affaires. Au départ, tu vas vraiment être tout seul dans ton coin, donc tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas vraiment trader, il y aura une courbe d'apprentissage qui va être très violente. Et c'est pour ça que moi, souvent, pour pas mal de monde, je recommande une autre technique qui est de faire du freelance. Si tu peux trouver des gens, si tu as une compétence et que tu peux trouver des gens qui vont te payer pour cette compétence, c'est pas besoin d'être sexy, c'est pas besoin d'être génial, t'as pas besoin d'être un magicien du référencement ou un spécialiste de la pub Facebook ou voilà, quoi que ce soit. Tu peux faire un travail qui prend un peu de temps et que quelqu'un va te payer pour faire ce travail. Tu peux très rapidement générer tes revenus sur Internet. Donc, tu as un petit niveau, etc. Commencer à bidouiller, avoir un peu de cash flow, potentiellement pouvoir réinvestir dans d'autres projets ou pouvoir peut-être engager d'autres gens. Tu commences en tant que freelance, ça veut pas dire que tu es toujours obligé d'être freelance et de rester à ton niveau. Mais ça peut être aussi une bonne façon de commencer. C'est pas comme ça que moi j'ai commencé parce que à l'époque, j'avais trop une mentalité de revenus passifs, de monter des trucs, etc. Aussi, c'est parce que honnêtement, la raison pour laquelle on aurait du mal à freelance, c'est qu'on n'est pas vraiment de compétences.
Au pire, on savait traduire en anglais. Enfin, moi, dans mon cas, j'avais très peu de compétences vendables en freelance. Je sais pas si c'était ton cas aussi, mais je n'étais pas bon en design, je ne savais pas programmer. J'ai pas une bonne voix pour faire la transcription audio, par exemple. J'avais vraiment pas de. Mais tu vois, tout le monde a une compétence. Il y a beaucoup de rédacteurs freelance, par exemple. Si tu sais écrire, tu peux être rédacteur freelance. Pour moi, pour être payé à peu près correctement, c'est pour se faire remarquer, être payé correctement, c'est quand tu vois. Moi, je trouve que c'est d'une influence les sites comme Upwork. Des fois, je poste des trucs où vraiment je me sens limite mal de les poster. C'est-à-dire que je paye $5 pour un article de 1000 mots. Et tu as littéralement 100 personnes qui se proposent, quoi. Alors là, on peut parler stratégie, mais effectivement, si tu vas sur une plateforme comme Upwork pour être rédacteur freelance, c'est mal barré. Moi, je connais beaucoup de gens qui cherchent des rédacteurs, tu vois, forcément avec un peu plus de niveau, qui ont besoin de se remplacer. Moi, j'ai beaucoup de besoins en termes, tu vois, par exemple, de vidéo. C'est pas très compliqué à apprendre. Moi, le montage vidéo que je fais aujourd'hui sur mes vidéos que je lance sur Marketing Mania, je le fais moi-même et j'ai aucune compétence en vidéo, tu vois. Donc, ce qui veut me dire que si je débutais et que je faisais un peu de freelance d'édition vidéo pour un mec qui est entrepreneur, que je me faisais payer 20 € la vidéo ou je sais pas quoi, tu vois, ça me fait un peu de cash, ça me commence à débuter, je peux réinvestir ça dans des projets. Si tu n'avais pas de compétences de base, d'en apprendre assez rapidement, en fait, c'est ça. De s'intéresser à quelque chose, que ce soit le design, que ce soit la vidéo, peu importe. Si vous voulez avoir des résultats rapides, si vous avez envie d'avoir des résultats rapides, de pratiquer des choses, d'avoir l'impression que vous avez un impact sur quelque chose, le freelance est la meilleure façon de commencer. Et si vous êtes prêt à attendre très longtemps, à attendre plus longtemps, si vous êtes prêt à investir vraiment du temps dans quelque chose sans trop savoir si ça marche, sans faire d'argent avec, si vous avez la patience, la création de contenu est une très bonne solution qui vous donnera par ailleurs une carte de visite. Quelqu'un qui a fait un site de contenu et qui a écrit même juste 50 articles, tu vois, un article par semaine pendant 1 an, il a écrit 52 articles. Ce gars-là vient me voir, même si c'est dans un milieu différent, d'un coup, il y a une marque de respect. Tu vois, l'entrepreneur reconnaît l'autre entrepreneur. Ton site a fait de l'argent ou pas, c'est pas forcément aussi important que le fait que tu aies pu te mettre, d'avoir cette durée où tu as pu tenir. Beaucoup de gens ne tiennent pas du tout sur la durée, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de succès avec cette méthode-là. Et c'est aussi quelque chose qui, justement, tenir dans la durée, être constant, ça relève pas de l'intelligence quoi que ce soit, c'est vraiment un truc personnel qu'il faut développer, quoi. Et je pense que c'est une habitude, à mon avis. Et je pense que c'est nettement plus important justement que d'être intelligent ou quoi que ce soit. Et c'est et la plupart des gens abandonnent tout simplement parce qu'ils n'ont pas la constance pour pas s'arrêter. Des fois, faut vraiment faut être un peu à l'écoute et essayer de juger si ça vaut le coup ou pas. Des fois, il faut vraiment baisser la tête et juste foncer sans s'arrêter, quoi. Mais on peut en parler de ça parce que je pense que certaines personnes qui nous écoutent, et moi c'était mon cas à une certaine époque, se disent moi je suis pas aussi déterminé, j'ai pas tant de motivation, j'ai pas tant de volonté, etc. Et je pense qu'en fait c'est la mauvaise approche à avoir. Pour moi, le fait d'être constant, d'être persévérant, c'est purement une habitude que tu prends, que peut-être aujourd'hui les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas encore, mais qui peut s'acquérir. Toi, est-ce que tu crois à ma théorie que la constance est une habitude que tu peux acquérir? Pour moi, c'est même pas une théorie, c'est moi plus qu'une habitude, c'est presque un muscle, quoi, qui se développe. Moi, j'en ai déjà parlé dans le podcast avant, j'étais pas capable de me concentrer sur quelque chose plus de 10 minutes. Toutes mes études, j'ai jamais travaillé sur un truc plus de 10 minutes. C'était impressionnant. Et quand j'ai commencé avec mon site, c'était mon seul avantage. C'est par contre, quand j'avais un problème, j'aimais bien continuer à travailler pour le résoudre. C'était le seul moment où je pouvais travailler pendant 2-3 heures, c'est quand j'avais un problème et que j'essayais de le résoudre. Mais par contre, pour faire un article, je le faisais en 10 fois, quoi. C'était insupportable. Maintenant, j'arrive à faire un article d'une traite sans problème. Je pense que c'est vraiment qu'on l'appelle une habitude ou un muscle à développer. C'est quelque chose effectivement qui n'est pas inné et que tout le monde peut obtenir. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. C'est parce que tout le monde peut obtenir ça en se forçant chaque jour à travailler un peu plus et avoir un peu plus être un peu plus discipliné, quoi. Je suis d'accord avec toi que c'est vraiment la chose la plus importante que vous avez besoin au départ pour commencer. C'est plus important que d'avoir la bonne idée, parce qu'honnêtement, mon idée n'était pas terrible. Ça, on peut en parler de manière, mais je pense que l'idée et ça d'ailleurs, nous, on s'est un peu détaché de ça, mais quand tu penses à 5 ans en avant, à 5 ans plus tôt, si tu devais penser qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur, tu penserais c'est trouver une idée. Et moi, littéralement, je me rappelle quand j'étais en Angleterre, je cherchais des idées de business, quoi. Et quand t'as pas d'idée et que tu cherches une idée, c'est vraiment dur. T'es là, tu regardes ton stylo, tu fais est-ce que je pourrais inventer un meilleur stylo? Est-ce que je pourrais inventer une meilleure table? Est-ce que je pourrais réinventer la voiture? Ça, en plus, c'est même pas une idée, tu cherches une invention carrément. C'est ça qui est tellement délire. Et en fait, il faut que le process soit beaucoup plus naturel. Il faut tout simplement. Dans le cas d'Ostan, c'est qu'il s'intéressait au milieu de la séduction à la séduction. Dans mon cas, c'est que je m'intéressais. Je jouais trop aux jeux vidéo.
Donc, dans tous les cas, ça partait d'un intérêt. Je pense que c'est le plus simple. Remarque, c'est pareil pour la freelance, ça doit partir aussi d'un intérêt. Si vous êtes intéressé au design, si vous êtes intéressé au montage vidéo, c'est beaucoup plus facile, quoi. Pas forcément besoin de réinventer la roue là-dessus. Mais ouais, ça, c'est une expression très connue dans le monde anglo-saxon, autant moins en France, c'est que l'exécution est beaucoup plus importante que l'idée, quoi. Une très bonne idée, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se moquent des gens qui tiennent absolument à cacher leur idée, en fait, parce qu'ils ont peur que les autres personnes leur volent. Mais on s'en fout de votre idée. Il y a très peu d'idées qui ont une valeur comme ça intrinsèque. C'est justement l'exécution qu'il y a derrière qui fait que même une mauvaise idée, une idée bof, peut fonctionner, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un autre podcast, donc le podcast Marketing Mania, et l'épisode le plus écouté de tous les temps s'appelle « Pourquoi votre idée n'a aucune importance ». C'est un épisode que j'ai enregistré avec Morgane Février. Effectivement, ça représente bien l'idée que quand tu démarres, tu crois que l'idée, c'est tout, que c'est vraiment important. Quand tu arrives à un certain niveau, tu as presque trop d'idées. Et pour moi, mon défi, c'est plus de faire le choix entre mes idées, de filtrer mes idées, plutôt que le fait que j'en ai pas assez. En fait, c'est aussi qui est très dur pour un débutant, c'est qu'en plus, plus tu avances, plus tu as d'opportunités dans tous les sens, quoi. Moi, en un mois, j'ai plus d'opportunités qu'avant que j'avais en un an, quoi. Il y a plein de trucs, parce que plus on s'avance, que ce soit dans l'industrie, dans un thème ou quoi que ce soit, plus on se fait de contact, plus il y a plein de choses, quoi. Alors qu'au début, on peut vite se retrouver face à la feuille blanche. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de... Putain, j'ai en tête une idée de merde, mais en gros, on va imaginer il y a un petit ruisseau qui se transforme en rivière, puis ensuite qui ouvre sur la mer, quoi. Et au début, il faut vraiment suivre ce petit ruisseau. Faut pas s'amuser à essayer de marcher jusqu'à la mer directement, quoi. Ça veut dire qu'il y a un sens aussi d'humilité pour moi, tu vois. Les gens qui disent ah mais cette idée elle est pas assez bien pour moi, il faut que j'ai une idée de génie pour commencer parce que le mec il a jamais rien fait dans sa vie mais il lui faut une idée de génie absolument pour commencer. La plupart des gens ne commencent pas par une idée de génie, ils commencent par un truc un peu modeste, un truc simple, ils se disent bon ça peut aider du monde, on va faire ça, on va commencer petit et de fil en aiguille tu arrives à monter un truc plus gros, à avoir de nouvelles idées, à avoir des trucs qui se présentent, etc. Mais il faut être dans la partie, tu vois. Il faut être en train de jouer sur le terrain, courir un peu, regarder dans tous les sens. Si tu es là à attendre que le truc se présente, tu le verras pas. Si tu restes sur le banc de touche, là, t'aurais dû dire. Là, c'était parfait, t'avais l'analogie avec le foot. Tu veux dire, on est là dans la section analogie quoi, du podcast. On va faire un petit ticket section analogie. Parfait. Parlons de l'e-commerce. Est-ce que c'est une bonne façon de commencer de faire de l'e-commerce ? Je pense que ça dépend des situations. En fait, l'e-commerce, la différence, c'est que, à part le dropship, et encore le dropship, c'est pas ce qui est le plus facile non plus, hein. Mais tout le reste, en fait, il faut déjà avoir un peu d'argent, quoi. Si vous êtes étudiant et si vous avez 100 € dans votre compte en banque, ça passera jamais. Mais pour quelqu'un qui est salarié et qui veut pas se faire chier à créer du contenu pendant 3 mois ou à faire des jobs freelance que c'est peut-être moins bien payé que son salaire, l'e-commerce, ça permet justement d'investir de l'argent et d'avoir des retours importants si vous vous débrouillez bien, quoi. Donc, ça serait plutôt dans ce cas de figure pour moi. Et dans ce cas-là, si quelqu'un veut dans l'e-commerce, est-ce qu'il faut avoir... comment est-ce que tu définirais un produit à vendre au départ ? Est-ce qu'il faut trouver le produit sur lequel tu connais beaucoup de choses ? Est-ce qu'il faut chercher les bonnes opportunités ? Est-ce qu'il faut chercher les mots-clés ? Comment tu approches ce process ? Beaucoup de gens que je connais dans l'e-commerce, en fait, c'est parti. Ils avaient un job salarié qui était lié plus ou moins à certains produits qui, en fait, se sont lancés par eux-mêmes après. C'est le cas le plus fréquent. Donc, je pense que le mieux, oui, c'est partir un peu comme la création de contenu, de partir de quelque chose que vous connaissez, quoi. Après, il faut aussi avoir une certaine l'e-commerce. Il faut aussi avoir être pas trop mauvais avec les chiffres, quoi. Il faut rapidement se calculer dans sa tête si les choses sont rentables, avoir un petit instinct comme ça, quand même, qui est un minimum développé. Mais remarque, c'est pareil aussi pour le marketing. C'est un peu le marketing, tout ce qui est chiffré, c'est aussi important, quoi. Ouais. Parlons un peu des sources de motivation. On a déjà un peu parlé du coup, mais c'est quelque chose que je vois très très souvent. C'est quand les gens me contactent, ils me disent toujours, je leur demande pourquoi vous voulez faire ça en fait. Ils me disent toujours pour voyager, Et en fait, le business Amazon par exemple dans ce cas-là, c'est un moyen en fait, un moyen pour accéder à cette liberté. Je pense que le problème c'est que c'est pas le bon cheminement parce que si ça reste qu'un moyen, la motivation va rapidement se casser, quoi. Pour moi, faut vraiment, ça revient un peu avec ce qu'on a dit avant, il faut vraiment partir de quelque chose qui vous intéresse et qui soit en partie beaucoup
parler de quelque chose qui vous intéresse, vendre quelque chose qui vous intéresse, c'est plus naturel, c'est moins d'efforts. Et aussi, vous allez apprendre plus facilement. En fait, les difficultés que vous rencontrerez seront plus faciles à franchir si vous avez cet esprit-là, quoi. Et toi? J'ai rien à rajouter là-dessus. Disons que, comme on l'a dit tout à l'heure, le challenge principal quand vous débutez, c'est de tenir le coup sur la durée quand ça prend toujours plus longtemps que prévu à décoller, etc. Et Par rapport au temps, mais aussi les problèmes, vous pouvez même pas imaginer tous les problèmes que vous rencontrerez, quoi. Parce ouais. que autant, c'est pareil, remarque pour les opportunités. Quand on commence un truc, on se rend pas compte des opportunités que ça va amener plus tard. Mais de la même manière, vous allez rencontrer des problèmes que même Google connaît pas des fois. Ce qui est quand même assez rare, mais ça arrive. Et c'est le genre de truc où, si vous aimez pas résoudre des problèmes, c'est très compliqué parce que vous allez retrouver des fois, j'ai eu des journées où j'ai passé 8 heures de ma journée à faire des recherches Google et à faire des tests, par exemple, dans le CSS d'un WordPress, quoi, pour qu'un truc se mette correctement. Et ça, faut quand même avoir on va dire qu'il faut que vous abandonniez pas au bout de 10 minutes parce que sinon, vous allez arrêter au bout d'une semaine, ce sera plus possible, quoi. Mais du coup, le fait d'avoir cette approche d'être intéressé intrinsèquement par ce que tu fais, voilà, au-delà du fait de est-ce que ça rapporte de l'argent, est-ce que ça me génère ma vie, etc. Si ce que tu fais t'intéresse en tant que tel, c'est tout de suite beaucoup plus facile de tenir le coup sur la durée. Moi, clairement, et si au lieu d'avoir lancé Séduction Academy, j'avais fait ma recherche de mots-clés et j'avais lancé à la place commentmaigrir.com, tu vois, ou un sujet sur lequel j'ai pas de connaissances particulières ou pas d'intérêt particulier, j'aurais jamais tenu le coup parce que ça a pris longtemps avant que le site génère des résultats financiers. Et entre les deux, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais gratifié, c'était gratifiant pour moi de pouvoir écrire sur ce sujet, parler de ça avec des gens, tu vas pouvoir aider des gens. La qualité du contenu n'aurait pas été la même. Tu n'as aucune connaissance de comment maigrir, ça aurait été du contenu totalement générique, quoi. Alors que là, tu avais déjà beaucoup lu sur le sujet, tu avais déjà beaucoup réfléchi sur le sujet et tu avais une perspective un peu plus unique, plus personnelle. Et ça, je pense que c'est une grosse valeur aussi. Ouais, c'était un facteur de persévérance, de succès, etc. Donc, après, ça reste. De toute façon, la question est est-ce que tu as vraiment envie de monter un business? Parce que pour moi, alors on peut parler de est-ce que le revenu passif existe vraiment? Mais moi, honnêtement, à part les gens qui sont devenus vraiment riches, je connais pas beaucoup de monde qui ont un vrai business où ils foutent rien, hein. La plupart des gens, même s'ils ont un revenu qui est automatisé, comme moi sur la séduction par exemple, mon revenu est automatisé, mais ça veut pas dire que je passe ma journée à rien foutre. Je passe ma journée à bosser, je fais des trucs, je parle à des gens, je monte des nouveaux business, j'enregistre ce podcast, etc. Donc, tu seras toujours en train de bosser d'une façon ou d'une autre, de faire des choses. Donc c'est peut-être intéressant de monter un business que toi où tu peux te faire plaisir, quoi. Ça fait partie du lifestyle, à mon avis, du digital nomade, du nomade digital, d'avoir un boulot qui t'intéresse, d'avoir un truc où tu peux vraiment prendre un peu ton pied dans ce que tu fais toute la journée. Moi, en fait, le revenu passif, la manière dont j'ai fini par le comprendre, c'est que c'est pas une histoire de juste tu fais plus rien, mais par contre, les revenus sont plus liés à ton temps, en fait. Ouais. Entre guillemets, c'est une révolution par rapport au travail salarié. C'est-à-dire qu'au travail salarié, si tu fais des heures supplémentaires, tu gagnes plus d'argent, mais voilà, c'est le seul moyen de gagner plus d'argent et d'avoir des promotions de temps en temps. Mais c'est quand même très lié à ton temps, en fait. C'est le temps que tu consacres à travailler. Là, avec les revenus passifs, tu as la possibilité de désynchroniser ça et de peut-être faire un effort plus important au début, mais ensuite d'avoir moins d'efforts à faire et dans l'ensemble, sur le cumulé, d'avoir quand même moins d'efforts à faire pour les revenus générés. Ceci dit, je pense que ça ne tient pas très forcément pour le premier projet. Je pense que pour le premier projet, même sa durée, tu ne le rentabilises jamais en termes de temps. J'ai jamais fait le calcul, mais à mon avis, je ne pense pas que j'ai gagné beaucoup d'argent par rapport au nombre d'heures consacrées sur mon premier site parce que tout simplement, il y a tout à apprendre, quoi. Parlons un peu des ressources. Si on devait finir ce podcast et pointer les gens vers quelques ressources, vers où est-ce qu'on peut les envoyer? Il y a le plus connu de loin et c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors, c'est un très bon livre d'un point de vue motivation. Après, moi, je trouve qu'il a pris une perspective un peu qui, moi, m'a pas jamais semblé très intéressante. C'est tout simplement avoir envie de travailler seulement 4 heures par semaine. C'est jamais quelque chose qui m'a pas. Enfin, c'est quoi toi? Alors, les 4 heures par semaine sont pas du tout présentes dans le bouquin. C'est uniquement le titre. Non, oui, mais oui et non. C'est-à-dire que si ce qu'il fait, c'est qu'il passe sa journée à s'amuser, il envoie 3 emails dans la journée et il est réglé, quoi. Et effectivement, il parle pas tellement en termes d'heures ensuite, mais il fait ensuite tout l'aspect automatisation. Mais au lieu pour moi, ça aurait été plus intéressant s'il automatisait ça pour garder ça derrière lui et faire du revenu un peu justement passif, mais aussi qu'il lançait d'autres projets. Et en fait, finalement, c'est exactement ce qu'il a fait avec la semaine de 4 heures, effectivement. Donc, rien qu'en écrivant la semaine de 4 heures, il ne travaillait pas 4 heures, tout simplement.
Mais aujourd'hui, voilà, Tim Ferriss, il a beaucoup de projets. Il a beaucoup investi dans des startups. Il a son podcast. Il a écrit 3 bouquins depuis. Enfin, je ne pense pas qu'on peut le critiquer l'accusé d'être un paresseux. Du coup, pour le coup, je critique plus le titre. Ouais. Tu connais l'histoire du titre de la semaine de 4 heures? Non, du tout. Vas-y. Alors, du coup, c'est intéressant et ça va t'éclairer. Et tu me donneras une note sur 10 sur cette anecdote. Vas-y. Donc, en gros, à l'origine, Tim Ferriss faisait un cours à Stanford qui s'appelait Drug Dealing for Fun and Profit. Donc, en gros, vendre de la drogue pour l'aventure et le profit. Et la raison pour laquelle son cours à Stanford s'appelait comme ça, c'est parce que son business, c'était un business qui vendait des suppléments de musculation. Donc, en gros, c'était un jeu sur les mots. Donc, quand il a écrit son bouquin, il a appelé son bouquin Drug Dealing for Fun and Profit. Mais son éditeur lui a dit, écoute, on a été voir Walmart, donc le plus gros distributeur de bouquins aux US, et ils nous ont dit, non, on peut pas mettre drogue dans le titre d'un livre, on pourra pas le mettre sur les étalages, on doit trouver un nouveau titre. Donc Tim Ferriss étant Tim Ferriss, qui a une approche analytique, ce qu'il fait, c'est qu'il brainstorm des titres, il trouve 15 titres différents, et il va faire une campagne sur AdWords avec tous les titres, et il va en fait tester, il va split-tester quel est le titre qui génère le plus de clics. Et donc, la raison pour laquelle ce bouquin s'appelle La semaine de 4 heures, c'est pas parce que Tim Ferriss bosse 4 heures ou parce que le bouquin t'explique comment bosser 4 heures, parce que c'est le split testing qui est gagné sur AdWords. Un exemple de split testing, ça a dû lui coûter quelques centaines de dollars, et ça lui a rapporté des dizaines de milliers, si c'est pas des centaines de milliers. Ah ouais, des centaines, le bouquin est énorme. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a refait le même truc pour la couverture. Donc après, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait trouvé son titre. Donc maintenant, il a fait 4 couvertures différentes avec le titre. Il a juste fait l'emballage, tu vois, la couverture qui est externe. Et il a créé des bouquins avec rien à l'intérieur, avec juste la couverture. Et il a été dans des magasins de bouquins. Et il a posé son livre dans le magasin. Et ensuite, il s'est assis à côté. Il a attendu 1 heure. Et il a regardé en 1 heure combien de personnes prennent mon bouquin et le regardent. Il voulait savoir quelle couverture attirait le plus l'œil. Et donc, tu vois, c'est génial ce genre d'initiative. Ouais. Je trouve ça, c'est le genre de truc que je ne ferais pas naturellement. J'admire beaucoup les gens qui ont tendance à vraiment penser à ce genre de choses. Surtout que c'était il y a assez longtemps, du coup. C'était pas. Ouais, c'était en 2003, je crois, 2004. Sérieusement, c'est si vieux que ça. Je pensais que c'était plutôt 2006-2007, moi, pour le coup. Bah, il va avoir les 10 ans, hein, je pense. Non, peut-être c'était 2006. Non, ça a été publié en avril 2007. Donc, effectivement, c'est quand même pas. Ouais, donc, je me suis largement planté. Voilà. C'est pour ça qu'on se rend compte que notre podcast, là, on peut paraître un peu en retard de tout le monde parce que maintenant, c'est devenu, dans certains milieux, c'est devenu un terme assez commun. Mais c'est quand même très, très récent comme principe, quoi. Ouais. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui de se représenter à quel point Tim Ferriss était révolutionnaire à l'époque où le bouquin est sorti. Aujourd'hui, beaucoup des concepts dont il parlait à l'époque en termes d'outsourcing, de lifestyle design sont rentrés vraiment dans le langage commun, dans les cercles entrepreneuriaux qui s'intéressent au développement personnel, etc. Donc tout ça, c'est devenu commun. Mais à l'époque où le truc est sorti, c'était une bombe absolue. Et Tim Ferriss, à l'époque, était absolument inconnu. Il avait pas de liste, il était pas très connu. Et le bouquin a touché un nerf, en fait, et a explosé, et a été beaucoup partagé. Tout le monde en parlait, etc. Il est resté pendant plusieurs années sur la liste des best-sellers, ce qui arrive très, très rarement. Ces livres, je connais pas une seule personne qui est dans le web marketing qui a pas lu La semaine de 4 heures, quoi. C'est le genre de livre, c'est... Peu importe que tu l'aimes ou pas, c'est rien que pour la motivation et pour l'idée. Vraiment, je pense que ce qui est bien avec le semaine de 4 heures, c'est que même si des fois c'est un peu chiant parce que chaque début de chapitre, il commence en disant je suis en train de siroter sur mon Morito allongé dans mon hamac. J'ai envoyé 3 emails. Maintenant, je vais faire mon cours de salsa puis je vais aller faire du jet ski. C'est un peu lourd à chaque chapitre, mais vraiment, mais c'est potentiellement possible quand même. C'est ça qui est. Disons, c'est bien pour t'ouvrir l'esprit à une nouvelle possibilité. Parce que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, tu vois, en 2016. Alors, beaucoup de gens vont peut-être écouter ce podcast et se dire ouais, ok, c'est bien gentil ce qu'il raconte, etc. Mais bon, c'est pas vraiment possible parce que personne ne connaît. Voilà, beaucoup de gens ne connaissent personne qui l'a fait. Donc, Tim Ferriss, pour moi, c'est la première fois où je me suis dit oh putain, c'est un vrai chemin de vie qui est possible. Et rien que ça, même si le livre a fait que ça, rien qu'il t'a ouvert l'esprit à cette possibilité, ça te marque à vie, quoi. Toute ta vie, tu continueras à citer la semaine de 4 heures aux gens qui s'intéressent à ce milieu. Comme on le fait là, d'ailleurs. Nous, on parle de beaucoup de choses comme si c'était des évidences, en fait, parce qu'on vit un peu dans ce milieu-là, donc ça paraît normal. Mais c'est vrai qu'auprès de 99% de la population, c'est totalement hallucinant, quoi. Ils ne comprennent pas. Moi, les personnes qui me connaissent, je suis le seul à faire ça. Toi, ça doit être pareil, je pense. Ouais. Les personnes qui te connaissent hors la famille, tout ça, tu dois être le seul. Et c'est vrai nous, ça nous paraît normal, quoi. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas normal. Et justement, c'est ce livre-là qui permet de rendre ça, comme tu disais, ça rend ça possible.
Donc parlons rapidement de 2 sites, parce que la semaine de 4 heures, c'est bien pour la mentalité. Je pense qu'on est d'accord que sur un point de vue tactique, que faire exactement comme business, c'est un peu vieux maintenant, en 2007, le mec qui vend des t-shirts sur AdWords. Mais à l'époque, je sais pas si tu as lu, je pense que tu as lu je sais pas s'il y a différentes versions, mais il y avait plein de ressources. Et le problème, c'était des ressources qui dataient de 2007, en fait. Donc, ils recommandaient des sites, ils recommandaient des trucs, ils recommandaient des stratégies. Mais pour l'époque, par contre, c'était vraiment technique, quand même. Ouais, mais je veux dire, en 2016, le bouquin se tient encore sur pas mal de choses, mais sur les tactiques vraiment que tu peux faire, c'est pas, voilà, clairement, c'est pas un livre papier qui va tenir le coup. Donc, je pense qu'on a listé là 2 sites qui sont des sites anglophones qui peuvent être utiles pour les débutants. Le premier, c'est Smart Passive Income de Pat Flynn. On l'a tous les deux mentionné au début de l'épisode en disant que c'était un site qu'on lisait au départ et qui nous avait pas mal inspiré, etc. Donc pour le débutant, ça reste vraiment très solide. Donc l'URL, c'est smartpassiveincome.com. Il a surtout beaucoup de bonnes interviews avec beaucoup de gens. Un excellent podcast. S'il y a une partie de... Parce que là, on parlait justement des sources de revenus, comment générer des revenus. Il a à peu près tout couvert, quoi, sur son podcast. Ouais. Donc, vous trouverez forcément un podcast qui correspond à ce que vous voulez faire. Et donc, tu as un autre site que tu voulais nous recommander? Ça, toi, tu le connais pas trop, il me semble. C'est un site qui s'appelle Niche Pursuit. Alors, ce site qui est vraiment intéressant, c'est qu'il s'est vraiment fait son nom sur les études de cas, en fait. Avec des études de cas très poussées. Moi, j'adore les études de cas. C'est vraiment les trucs, ça m'accroche de fou, quoi. Et j'aimerais bien en faire sur mon propre site. Il faut que je réfléchisse à en faire parce que c'est vraiment... Ça me passionne, quoi. Donc, il faisait des bonnes études de cas et il s'est spécialisé justement sur les sites de niche. Donc, en créant tout un process autour des sites de niche qui était assez intéressant, que j'ai finalement jamais fait moi-même parce que j'ai été détourné assez rapidement de ça. Et aussi, maintenant, depuis pas très longtemps, il traite d'Amazon FBA. Donc, c'est aussi assez intéressant parce qu'en fait, en termes de site de niche, c'est un vétéran, mais en termes d'Amazon FBA, il part vraiment comme un débutant. Donc, il raconte un peu son expérience et comment il s'est lancé, quoi. Ouais. Donc pour les gens, on peut aussi donner notre propre site vu qu'on est un peu aussi dans ces environnements-là. Donc pour les gens qui veulent apprendre, voilà, ce que nous on a fait, notre approche particulière niveau marketing, Paul, tu peux nous redonner ton URL? Sellingmachine.fr. Selling comme vendre en anglais, machine comme machine et .fr. Quand c'est un site français, généralement ça se termine par .fr. Ouais. Merci Paul. Donc pour apprendre tout ce qui est Amazon FBA, vous pouvez vous rendre chez Paul. C'est probablement la meilleure ressource en France sur Amazon FBA. J'ai aussi le numéro en Côte d'Ivoire qu'on n'oublie pas non plus, parce que d'un coup ça triple la population quand même. Ouais. Moi de mon côté, je suis à marketingmania.fr pour parler de tout ce qui est optimisation des conversions, pub Facebook, etc. Je parle beaucoup de tunnels de vente, de conversion, ce qui sont des sujets potentiellement un peu plus avancés par rapport à des débutants. Donc du coup, si vous êtes un groupie malgache ou un groupie français de ce podcast, ce que vous pouvez faire pour nous filer un coup de main, puisqu'avec Paul, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait avoir une approche expérimentale de ce podcast. Donc on va enregistrer 12 épisodes et on va voir au bout de 12 épisodes quel est votre retour en termes d'écoute, en termes de feedback que vous donnez. Donc si vous voulez nous aider à avoir de nouveaux auditeurs, à continuer ce podcast, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur iTunes et nous laisser une évaluation parfaitement honnête, parfaitement sympa, et comme ça on sera encouragé, on aura des nouveaux groupies, et puis c'est vrai que ça nous aide à en fait être bien mis en avant sur iTunes et donc à toucher de nouvelles personnes. Donc si vous pensez que ce podcast est utile, laissez-nous une évaluation, ça prend quelques minutes et c'est vraiment très utile. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi dans la catégorie lifestyle? Alors, est-ce que j'essaie d'être lent pour qu'on atteigne l'heure de podcast ou j'essaie de terminer plus tôt? Ouais, non, essaye de la faire vite pour qu'on brise pas tous les records. C'est un peu lié à la semaine de 4 heures, ça s'appelle Millionaire Fastlane. Donc c'est le genre de livre un peu comme la semaine de 4 heures qui est pas très... qui a pas maintenant en tout cas tellement de conseils pratiques en fait. Mais encore une fois, c'est une histoire plutôt de mentalité, d'état d'esprit. Et je pense qu'on sous-estime, en termes de revenus, en l'occurrence, c'est beaucoup axé sur l'argent, mais qu'on sous-estime à quel point on peut atteindre des revenus importants assez vite si on crée quelque chose, quoi, tout simplement. Ouais. Et de mon côté, je vais recommander une émission de télé, donc il y a une émission de télé américaine que j'adore absolument, qui s'appelle Shark Tank. Et le concept de Shark Tank, c'est absolument génial. Grosso modo, c'est 5 investisseurs qui sont tous des multimillionnaires, la plupart sont milliardaires, qui sont assis sur des chaises
Et tu as un petit entrepreneur qui vient pitcher son idée et essayer de les convaincre d'investir leur vrai argent dans sa boîte. Et donc, ils sont là à faire des deals. Le mec fait son pitch et ensuite, les sharks, donc les requins qui sont assis, vont essayer d'investir dans le business. Ils vont faire leur concurrence, ils vont se marcher sur les pieds, etc. C'est de la grosse télé à l'américaine. C'est bien bourrin, c'est super bien foutu. Et les mecs ont des grosses personnalités, etc. C'est absolument génial. C'est du bon divertissement. Et à chaque fois, voilà, dans chaque émission, tu as 4-5 entrepreneurs qui viennent pitcher. Donc, tu vois pas mal d'idées différentes et voir comment les mecs, comment des mecs qui sont pour le coup des vrais de vrais, hein, c'est pas des stars de la télé-réalité. C'est des mecs qui ont monté des business de malade mental. Tu vois comment ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils évaluent en direct une opportunité. Et moi, c'est pour ça que j'adore absolument Shark Tank. Très bien. Et c'est donc là qu'on se quitte, à peu près 50 minutes de podcast. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse nomadedigital.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, présents, passés et futurs. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser votre avis sur iTunes. Et moi, je vous souhaite à la semaine prochaine. Sayonara.